Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait sport, l'émission à ne pas manquer si vous êtes un amoureux du sport local. Aujourd'hui, jour de cet enregistrement, ce jeudi 14 juin, nous fêtons le retour de la Coupe du Monde de football après 4 ans d'absence. Pour célébrer ce jour tant attendu par les supporters du ballon rond, nous ferons un talk entièrement consacré au football dans les Yvelines. Aujourd'hui, 4 spécialistes sont autour de cette table pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Présentation en musique. On commence à ma droite, c'est peut-être l'un des plus grands supporters de l'équipe de France. Il a la fibre patriotique et n'hésite pas à chanter la Marseillaise à plein poumon. Si on devait le comparer à un joueur de football tricolore, ce serait sans doute Hugo Lloris. Le capitaine Yann Dujarier, pistard dans la catégorie Masters au club de Vélizy 78, est avec nous. Bonjour Yann, comment allez-vous? Bonsoir Mickaël, bonjour. Ah, il y a bien, j'ai la chanson m'a perturbé là. Effectivement, où est mon Queen? On est en spécial Coupe du Monde aujourd'hui. Ah ouais, mais quand même, je m'attendais à Bicycle. Je suis. Ça reviendra la prochaine fois. Voilà. Alors, comment vous sentez-vous pour ce début? Très bien, très bien. Moi, j'aime le sport. J'aime la Coupe du Monde fait partie des événements que je ne rate pas. C'est partie de mes périodes de pèlerinage. D'accord. Pendant un mois, vous êtes devant la télé. Oui, voilà. Puis en plus, on m'enchaîne avec le Tour de France juste derrière. Tout va bien. Tout va bien. On passe à ma gauche, musique, c'est notre monsieur grand rendez-vous dans ce talk. C'est le Thierry Henry de la répartie, le Michel Platini des débats enflammés. Il est aussi populaire que Zinedine Zidane dans les Yvelines et surtout à Trappes où des gardes du corps doivent sans cesse le suivre vu les mouvements de foule qu'il déclenche à chaque fois qu'il se déplace. Vous avez deviné son nom, Mustapha Larbaoui, le président d'honneur de l'Étoile sportive de Trappes, est avec nous. Eh bien bonjour, vous avez tout dit cher ami, d'ailleurs je crois que je vais partir, c'est la meilleure partie de l'émission. Vous avez vu le meilleur, je pense que vous pouvez zapper et passer sur autre chose. Est-ce que vous êtes réellement si populaire à Trappes? Alors écoutez, vous êtes l'équivalent de Zidane. En l'occurrence, je le suis dans ma famille, d'ailleurs j'en profite pour dire que c'est l'anniversaire de ma maman. Bon anniversaire maman, je suis allé la voir tout à l'heure. Bon anniversaire. J'appelle toute ma famille à appeler donc Hajja. Mais populaire dans ma famille, oui bien sûr. Et attrape. On repasse de l'autre côté, musique. Il ratisse tous les ballons au milieu de terrain. C'est un mélange entre Paul Pogba, Blaise Matuidi et N'Golo Kanté. Il vit football, il respire football. Il a côtoyé les plus grands joueurs de l'Hexagone. La Coupe du Monde, c'est un peu le dessert qu'il a tous les 4 ans. Georges Gomis, président du Plaisir Sporting Club, est avec nous. Bonjour Georges, comment allez-vous? Bonjour à tous, très content de vous retrouver. Mustapha, je n'avais pas eu la chance d'être avec lui, mais pour un bel événement comme aujourd'hui, le début de la Coupe du Monde et avoir Mustapha avec nous, je suis très heureux et je vous salue à tous. Le dessert et le café. Oui, c'est extraordinaire. Vous êtes prêts à ratisser tous les ballons? Oui, comme toujours. Le milieu de terrain, le gratteur de ballon, oui, ça c'était une partie que j'adorais parce qu'on se met au service des autres et se mettre au service des autres, il n'y a pas plus beau dans le sport. Qui peut se postuler pour Trappes auquel cas il y a de la place pour des talentueux comme toi. On termine à ma gauche, musique, c'est seulement sa 2e apparition dans ce talk, mais il va faire des étincelles, j'en suis sûr. Il a tapé son premier ballon à 5 ans, il a créé son club de football à 7 en 2017 et il sera du voyage en Russie après avoir fait le déplacement au Brésil en 2014 et en Allemagne en 2006. Le chef de projet pour la Ryder Cup et supporter de l'équipe de France, Xavier Kusniertz, est avec nous. Bonsoir Mickaël, bonsoir à tous. Bonsoir. Et merci beaucoup pour l'invitation, je suis très heureux de discuter football, d'arrêter de parler de golf un petit moment pour enfin parler de ma passion. Je suis très content, merci. Et comment vous sentez-vous en ce début de Coupe du Monde? Eh bien j'ai hâte, 4 ans qu'on l'attend, 2 ans qu'on attend de revibrer avec l'équipe de France. Je suis très excité, je pense que comme tous mes confrères aujourd'hui. Alors vous êtes très excité, on a retrouvé justement sur les réseaux sociaux une vidéo de vous, Xavier Kusniertz. On la regarde et on la commente juste après. La 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 la, c'est le jour J, la Coupe du Monde. Bah voilà. Xavier Kusniertz, une réaction par rapport à cette vidéo. Ce n'était pas prévu. Les images parlent d'elles-mêmes. Je suis le premier tacle de la coupe. Il est en faveur de notre ami, ça c'est un tacle. Bon, on voit que vous êtes très excité. Je suis très excité. Le football, c'est vraiment ma passion et je suis vraiment très heureux de pouvoir en discuter avec des spécialistes. Alors avant de vous présenter les différents thèmes de cette émission, je vous propose de vous plonger dès à présent dans l'ambiance de cette Coupe du Monde. Les irrésistibles français, le plus gros club de supporters de l'équipe de France, étaient présents à Clairefontaine pour le dernier entraînement ouvert au public des footballeurs tricolores. Et ils ont créé un nouveau chant de supporters un peu particulier pour pousser les Bleus. Regardez cet extrait. On va la gagner chez toi, Gérard Depardieu, somme d'avocat, on va la gagner chez toi.
Gérard Depardieu, sors-nous ta vodka, on va la gagner chez toi. Un chant dérivé d'un chant rendu célèbre à Marseille pendant l'Europa League. Qu'est-ce que vous en pensez de ce chant? Bien sûr, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, je le répète. Moustapha? Non, mais justement, je pensais que c'était un prétexte pour aller picoler, parce que généralement, les grands événements, c'est quand même... Avec modération. On ressort toujours l'alcool. Donc, ce que ça m'inspire, c'est qu'effectivement, le sport, ça reste quand même, par définition, une part importante de notre vie et pour notre santé avant tout, donc avec modération et avec Depardieu si nécessaire. Mais voilà, ça m'inspire on rentre dans un moment, la Coupe du Monde, on rentre dans un moment où on va tous converger vers la télé, on va tous quasiment communier, et c'est ça qui est intéressant. À un moment donné, on aime... On est tous convergés vers les bars. En tous les cas, on y mettra ce qu'on veut près de la télé et en communion. Hein. Mais je crois que c'est ça qu'il faut retenir. À un moment donné, on aime ou on n'aime pas le football. Et d'ailleurs, quel que soit le sport, quand on arrive sur des événements comme cela, les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde de football, la Ryder Cup, bref, des grands événements comme ça, je crois qu'il faut simplement retenir l'essentiel. C'est qu'on puisse se retrouver, on puisse communier, qu'on puisse parler de choses qui sont un peu quasiment désuètes, pronostiquer, c'est-à-dire que tout le monde a une théorie sur tout, tout le monde est sélectionneur, tout le monde se projette, tout le monde a envie, Bon, et puis ça se déroule jamais franchement comme on l'a prévu, c'est le suspense du sport, c'est la beauté du sport, et je crois que c'est ça qu'il faut garder en tête, c'est que c'est un événement d'abord festif, heureux, voire économique. Yann Dujarrier, qu'est-ce que vous en pensez de ce chant? Moi, ça me fait rire. Ça me fait rire, il n'y a pas de souci. C'est bon enfant. Je pensais que c'était ce que je disais qui te faisait rire. Je me permettrais pas. Yann. Pas de souci. Non, ça passe. C'est pas du tout. Non, loin de là. Non, moi, ça me fait rire. Et pour moi, le sport, c'est aussi un endroit où on doit pouvoir se permettre de chambrer. Je trouve dommage qu'il y ait eu des sanctions quand un joueur va chambrer le public adverse. Je trouve que les gens n'arrivent pas à prendre un peu de recul sur avoir de l'humour, tout simplement. Les gens dans un stade de foot, j'ai l'impression qu'ils perdent la moitié de leur cerveau quand ils sont trop supporters. C'est des choses qu'on rencontre pas dans d'autres sports et je trouve ça un peu dommage. Moi, la chambre, je trouve ça très drôle. C'est quelque chose que j'utilise énormément en compétition et pour détendre un peu l'atmosphère dans les entraves des vélodromes. Mais moi ça me fait rire et j'ai besoin de ça. Juste un mot quand même, rapidement, mais c'est pas le football qui provoque ça. C'est le sport de masse, et il est de masse, et il y a beaucoup de monde, et statistiquement, ça génère des dégénérés. Au rugby, il y a autant de monde dans les... Non, il n'y a pas autant de monde, il n'y a pas autant de licenciés en France, en rugby, en foot. Ça génère donc des tensions quand il y a de la masse. C'est pas le foot, c'est la société dans laquelle on vit qui est de plus en plus... Et deuxièmement, par rapport au chambrage, c'est juste que ça peut vite dégénérer, effectivement, du fait de ce que tu viens de dire. Oui, donc, on chambre entre nous. Dans les stades, c'est un peu, par définition, un peu dangereux. Je suis désolé, mais une arrivée de Tour de France sur un Tourmalet ou l'Alpe d'Huez. Ce que je veux dire, c'est pas la pratique. Il y a beaucoup plus de monde que sur un... Il y a beaucoup plus... les gens... C'est pas la pratique du foot qui génère ça. Ce sont les supporters du foot qui servent de prétexte pour les hooligans en Russie, par exemple. Très rapidement, sont hooligans, mais ils viennent même pas au match de foot. Ils restent à l'extérieur. Moi, alors nous allons rapidement. Vous aviez me féliciter d'avoir un chant qui diffère du Allez les Bleus classique. Moi, ça me plaît beaucoup. Alors nous allons maintenant passer au programme de l'émission. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux supporters de football dans le département, justement, Moustapha. Nous évoquerons également le football féminin dans les Yvelines. Mais avant de développer ces thèmes, nous allons parler des retombées de la Coupe du Monde sur les Yvelines. La Coupe du Monde de football est le deuxième événement sportif le plus médiatique, juste derrière les Jeux Olympiques. Dans le monde, 3 milliards de personnes vont regarder cette édition 2018. Les chiffres sont également très bons en France. Quelle est la meilleure audience de l'histoire, selon vous, messieurs, dans l'Hexagone? La meilleure audience? Meilleure audience en France. Pour une Coupe du Monde? Pour une Coupe du Monde. Ou un Euro. Euro 2016. Euro 2016? Non. Je vais dire la finale 98. Non, c'est le mythique France-Portugal, demi-finale de la Coupe du Monde 2006 qui a réuni 22,6 millions de personnes. Incroyable. Il y a plus de Portugais que de Français. C'est ça. Et la finale France-Italie en 2006 arrive en deuxième position. Voilà, on a ensuite France-Italie, finale de l'Euro 2000, et France-Brésil en 98 avec 20,6 millions de personnes.
Ouais, mais après, c'est pareil, ça, est-ce que sont pris en compte les gens qui sont dans un stade et qui sont 10 ou 15 000 à regarder le même écran? Il faut poser la question à ceux qui font ça. Et le dernier match Trapp plaisir. Quelle est l'audience? Ah bah là, on est loin des 30 millions de personnes, Moustapha. On n'a pas pu compter, malheureusement. Il faut qu'on parle des amateurs de temps en temps. Alors, cette médiatisation donne-t-elle envie de faire du football? Nous avons posé la question aux Yvelinois. C'est pas la Coupe du Monde qui me motive à faire du football. J'ai pratiqué le football quand j'étais petit, donc c'est pas quelque chose qui me donne forcément envie de faire du football. Je suis toujours chaud pour un match de foot. Surtout si la Coupe du Monde, il y a Eden Hazard, il va faire du sale. Et voilà. Ça vous donne envie, vous, du coup, de faire du football ou pas? Bien sûr, bah ouais, si je regarde ça, ça me donne très envie de jouer au foot, bah ouais. Vous avez un five à me proposer? Bah, pas tellement. Après, c'est vrai que c'est motivant quand on voit les gens. Enfin, ça a l'air cool et tout, mais je pense pas trop que c'est pour moi. J'envisage de jouer avec le 3e âge sur le petit terrain de Cabreton. Donc oui, j'ai envie de m'y remettre, mais ça fait 30 ans que je n'y suis plus. Ça donne envie de le faire, de s'inscrire dans un club, d'avoir des moments de délire, juste 5, 10 minutes, 20 minutes, mais c'est bon. Parce que vous conviendrez avec moi que le football, c'est des moments inoubliables qu'on passe avec des potes, des collègues ou des coéquipiers. C'est un truc extraordinaire, le foot. Georges Gomis, qu'est-ce que vous en pensez de ce micro-trottoir? Les gens qui ont été interviewés, bon, de toute manière, c'est des passionnés, ils aiment le football, et quand il y a des événements comme le football... Pas tous, il y en avait certains quand même qui étaient mitigés sur cette Coupe du Monde. Je pense que ils peuvent pas y échapper, parce que le football est tellement populaire, il est dans les familles, et après, aux heures des matchs, après les matchs, on peut prendre un ballon, descendre, faire une petite partie de football, et je pense que le fait qu'on vit, pour l'instant ça n'a pas démarré, ça démarre aujourd'hui, mais à partir du moment que l'équipe de France va être dans sa Coupe du Monde, le pays va rentrer il va rentrer en fête, quoi, et tout le monde va prendre son petit ballon, va jouer avec ses enfants, va jouer avec ses potes, va regarder les matchs, et je pense que les licenciés, on aura des licenciés, parce que si la France va loin dans la Coupe du Monde, si des équipes qui jouent bien au ballon, qui font plaisir, qui prennent du plaisir en jouant, communient ce plaisir-là et les émotions, je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui vont se convertir au football. Alors, la question sur ce thème, la Coupe du Monde va-t-elle avoir plus d'impact sur les clubs locaux que l'Euro 2016? Est-ce que cette Coupe du Monde 2018 va-t-elle avoir plus d'impact sur les clubs locaux que l'Euro 2016? Vous votez oui ou non? Je vais me mettre en contradiction. Volontairement. On fait un petit duel, on vous laissera la parole ensuite, Moustapha. Un petit duel entre vous, Xavier, et vous, Yann. Xavier, vous commencez? Alors, vous avez été un peu hésitant. J'étais hésitant parce que pour moi, de toute façon, les retombées sont évidentes à partir du moment, je parle en France et donc dans les Yvelines, elles sont évidentes à partir du moment où la France va loin dans la compétition. Donc aujourd'hui, on ne peut pas se prononcer. Le premier match vient juste d'avoir lieu. L'Euro 2016, on a eu la chance que ça se passe à la maison, avec au-delà des stades, les fan zones, qui étaient présentes dans les 10 villes hautes de l'Euro. Et ça a forcément créé un engouement qui était inégalé. Surtout, c'était le plus grand Euro de l'histoire. Là, la Coupe du Monde, elle n'est pas chez nous. Elle est en Russie, avec des matchs en décalage horaire. Les premiers commencent à midi. C'est quand même, je pense qu'ils vont être moins suivis d'un côté. Et ensuite, il y aura un impact pour moi si la France va au moins en demi-finale. C'est à partir de là que le peuple qui ne suit pas le foot s'y intéresse. Yann? Alors moi j'ai répondu oui parce que de toute façon dès qu'il y a une Coupe du Monde plus fort qu'un Euro pour vous. Plus fort qu'un Euro, oui. Après c'est vrai que c'était un Euro qui était en France, mais oui, il va y avoir un impact. On va en parler énormément. Et puis, mais voilà, la condition sine qua non, c'est le parcours de l'équipe de France. Si l'équipe de France fait le même parcours qu'en Afrique du Sud ou au Japon, ça va être très très compliqué et ça va passer à la trappe. Maintenant, si le parcours est beau et c'est ce qui va se passer cette année, puisqu'on a une belle équipe et donc normalement il n'y a pas de raison que derrière il n'y ait pas les retombées. Hier soir j'étais chercher mon fils à l'entraînement et on leur a bien dit que pour se réinscrire pour l'année prochaine il fallait le faire le plus tôt possible parce qu'il allait y avoir des demandes supplémentaires dues à la Coupe du Monde, surtout sur les jeunes catégories. Football, bien sûr. Entraînement de football, oui, mon fils ne fait pas encore de vélo.
Mais donc voilà, ouais, sur les petites catégories, sur les jeunes, voilà, ils voient du football, ils voient les grands qui vont avoir des beaux résultats, donc ils vont vouloir faire du foot à la rentrée. Moustapha, est-ce que vous avez été convaincu? Parce que vous aussi, vous étiez un peu hésitant sur la question. Non, bah moi, par Yann ou par Xavier? Ayant hésité, parce qu'en fait, effectivement, je navigue entre ces deux opinions que je valide pour le coup. Mais moi, ce que je retiens, c'est que en général, c'est la dernière qui a raison, quoi. C'est-à-dire que l'Euro 2016, on connaît les raisons pour lesquelles il y a eu cet engouement, ça a été décrit ici. Peut-être que si la finale avait été même gagnée par la France, il y aurait eu d'autres, entre guillemets, une autre vision des choses. Mais je crois que c'est la dernière qui prime. C'est-à-dire que là, on parle Coupe du Monde. Je reviens sur le micro-trottoir. Les gens en parlent parce que c'est encore lointain. Alors, c'est lointain parce que c'est en Russie, alors que c'était en France. Ça l'est déjà un peu moins. On sent l'effervescence, on sent l'organisation quand on habite le pays organisateur. Ça se sent parce que pour le coup, ça diffuse vraiment dans la société. Là, c'est un peu loin, mais vous allez voir. Et puis, il y a un élément majeur, en général, pour des grands événements comme ça, c'est la médiatisation. Et on est de plus en plus vers la médiatisation. Il y a une nouvelle chaîne de télé qui va arriver et qui remporte les droits télé. C'est pas un hasard, c'est vraiment une manière de dire. On continue à mettre du fric sur le foot, quitte à mettre 1 milliard, parce qu'on sait qu'on va aller chercher encore plus de téléspectateurs. Et ces gens-là, ces pros de la com, ces pros de la télévision, vont aller chercher le public. Et ils vont se donner les moyens pour qu'on aime cette dernière coupe. On n'est pas dans le rétroviseur quand on gère des grands événements comme ça. Ce qu'il en reste, c'est des audiences. Mais c'est vrai que la dernière prime avant tout. Donc, 1, les pros vont s'en occuper. 2, l'engouement pour le foot est de grandissant. Et 3, on a une équipe de France qui est engagée. Et puis, il ne faut pas oublier de le dire, il y a des gens qui sont pro-France, qui aiment la France et qui supportent la France. Mais il y a aussi des gens qui ont viscéralement aussi des attachements personnels d'une culture comme on pourrait avoir en France, des gens qui sont en France et qui sont bretons. Il y a en France des Portugais et qui vont soutenir le Portugal. On en parlera juste après. Donc il y a toute une effervescence qui va se mettre autour de l'équipe de France et autour d'autres équipes. Alors je vais vous donner et ça va vraiment monter en puissance. Quelques chiffres pour la Coupe du Monde 2014, si l'on compare le nombre de licenciés. Dans les Yvelines, il y a eu une hausse de 18%. Voilà, après l'Euro 2016, il y a eu une hausse de seulement 7%. Oui. Parce que 18% en 2014. C'est énorme, 18. Et 7% en 2016. Faire un gap. Il y a eu moins d'impact finalement après la Coupe du Monde. À un moment donné, après l'Euro, que la Coupe bien sûr. Et ils sont limités. C'est mondial. Le nombre de Coupe du Monde, c'est mondial. Qu'est-ce que vous en pensez, Georges? La Coupe du Monde, c'est mondial. C'est pas européen. Donc c'est toutes les cultures, tous les footballs, les différents folklores, parce que c'est une fête. Et vous avez l'Allemagne qui a gagné la Coupe du Monde au Brésil. Mais si c'était le Brésil qui avait gagné la Coupe du Monde, je pense que les chiffres auraient été encore plus grands, parce qu'il y a des professionnels du foot aujourd'hui comme l'Italie qui sont pas là. Il y a des pays émergents. Il y a des pays émergents qui sont là, comme le Sénégal, qui peuvent aussi emmener, comme le Ghana qui avait fait un bon parcours. Donc là, on a la chance d'avoir le Brésil avec de la qualité, un football pétillant, la France qui est avec un duo d'attaque extraordinaire. On a des Deschamps qui se lâchent un petit peu, qui laissent des entraînements ouverts à Clairefontaine. On les sent un peu plus ouverts par rapport au terrain. Et je pense que un événement planétaire, bien sûr, il a plus d'incidence sur le nombre de licenciés qu'un événement. Et d'autant plus qu'il n'y a pas l'Italie, il n'y a pas la Hollande, il n'y a pas... Je rebondis sur ce que disait Moustapha, moi, par rapport à la médiatisation. C'est vrai qu'aujourd'hui, en 2018, la médiatisation est même supérieure à ce qu'on avait avant. Ah oui. Parce que certes, les gens ont plus accès à la télévision, évidemment, mais il y a aussi tout ce qu'il y a autour de la télévision. Les réseaux sociaux, les fanzones, mais évidemment, mais tout ce qui est réseaux sociaux, Internet, aujourd'hui... Plus qu'en 2014, selon vous? Ah ouais, vous avez bien sûr, ça évolue. Aujourd'hui, les gens revoient des images
sur Instagram, Snapchat, etc. Mais finalement, ça fait partie aussi des téléspectateurs. Certes, en décalé, mais ça fait partie des téléspectateurs. Donc, on annonce 3 milliards de téléspectateurs. Pour moi, avec les podcasts et les retournées, c'est même plus. Et ça sera encore plus pour la Coupe du Monde suivante. On en parle de licenciés aussi. Alors que la compétition pas tous en même temps, La Allez-y, compétition n'a pas encore commencé et je trouve qu'on en parle déjà beaucoup plus qu'il y a 4 ans. Même en France, bien sûr. Mais pour revenir aux chiffres, si j'ai bien compris, plus 18 Europe. Non, plus 18 en France. En France Non, dans les Yvelines. Par rapport à la Coupe d'Europe. Non, du monde. Par rapport à la Coupe du Monde. Et la Coupe d'Europe, c'était seulement 6%. Enfin, les statistiques, on peut leur faire dire ce qu'on veut. C'est entre guillemets, c'est le mensonge le plus élaboré. Dernière question sur ce que je veux dire, c'est qu'il y a un problème de démographie, aussi. Dernière question sur ce thème, Moustapha. Est-ce que les licenciés restent finalement après la Coupe du Monde ou après un Euro? Est-ce qu'ils restent? Non seulement ils restent, mais il y en a de plus en plus. Est-ce qu'ils restent dans le club? Est-ce que 3-4 mois après, ils n'arrêtent pas le football, par exemple? C'est un effet post-événement, peut-être temporaire. Alors, pour le coup, c'est l'événement. Il y a 39 817 salariés, licenciés dans les Yvelines. Ouais. Salariés peut-être dans le football, peut-être plus tard. Non, mais l'événement permet à des gens de rentrer dans ce sport-là en particulier, mais comme dans d'autres sports quand ils sont médiatisés à ce point. Mais c'est souvent les jeunes, donc les plus jeunes voient et s'identifient et vont dire « Papa, maman, je veux faire du foot ». Les autres, c'est leur passion ou pas. Donc si c'est leur passion, ça va être amplifié, c'est une caisse de résonance. Hein. Donc ils aiment le foot. Mbappé, Antoine Griezmann, ils aiment le foot, ils sont excités par le foot, ils voient ça, ça amplifie. Ils n'aiment pas, si ça fait un effet, ils resteront encore un peu, ça va s'estomper, et s'ils n'aiment pas, ils resteront pas. Mais là où c'est intéressant, c'est surtout les nouveaux licenciés. Donc je pense que si les statistiques, on devait les regarder plus en avant, il faudrait regarder par rapport à la démographie, d'une part, par rapport à la classe d'âge, quels sont ceux qui rentrent le plus. Moi, à mon avis, c'est surtout les primos. C'était une nouvelle équipe de France avec une nouvelle image suite à la catastrophe de 2010. Il y a plein d'éléments. Mais globalement, il y a une baisse, globalement, ça fait du bien au foot. Donc, il reste, il s'accroche ou il rentre. Ça fait du bien. Ça sera le mot de la fin sur cette thématique. On passe maintenant à notre rubrique Focus. Nous allons maintenant nous intéresser aux supporters dans les Yvelines. L'approche de la Coupe du Monde semble avoir réveillé les plus fervents fans de l'équipe de France, comme on a pu le voir autour de cette table. Dans les magasins, la carte bleue n'a jamais aussi bien porté son nom en ce mois de juin. Lunettes de soleil, t-shirts, claquettes, les produits dérivés aux couleurs de l'équipe de France s'arrachent dans les boutiques yvelinoises. Le best-seller, le maillot officiel. Aujourd'hui, on n'a même pas besoin de faire de publicité, quoi que ce soit. Les clients, quand ils arrivent, la première chose qu'ils nous demandent, vous avez le maillot de l'équipe de France? Oui, il est là, il est pour vous. Donc donnez-moi juste votre taille et puis je me ferai un plaisir d'aller vous le récupérer. Au total, 6 000 € de produits équipe de France ont été vendus en une semaine dans ce magasin. Un engouement qui devrait se propager dans les bars. Dans ce pub installé depuis 1998 à Voisins-le-Bretonneux, les supporters étaient déjà présents ce samedi 9 juin pour suivre le dernier match amical contre les États-Unis. Le taux de remplissage devrait encore augmenter pour les premiers matchs officiels de la Coupe du Monde. C'est simple, sur une soirée où il y a l'équipe de France qui joue, moi, comme je vous l'ai dit, c'est à midi, on ne sait pas trop, mais quand c'est à 20h30, c'est 100% de remplissage. Donc l'établissement est au complet et puis il faut réserver pour avoir de la place, quoi. Pour boire un verre, c'est debout, et pour manger, il faut réserver à l'avance, et puis les places assises valent cher, on va dire. Alors on sent que l'engouement monte petit à petit dans le département et les chiffres pourraient être encore boostés si la France réalise un très beau parcours, on le disait tout à l'heure sur ce plateau. Quand on voit cet engouement, est-ce qu'on peut se dire que les Yvelines sont une terre de football ou cette ferveur est éphémère? Est-ce que les Yvelines sont une terre de football au niveau des supporters? Oui, non? On fait un petit duel entre Moustapha et Yann Dujarrier. Moustapha, pourquoi c'est une terre de football pour vous, les Yvelines? Parce qu'il suffit de regarder les chiffres. Moi, les chiffres, je les connais. Yann. On leur fait dire ce qu'on veut aux chiffres, monsieur. Non. Les statistiques et la forme la plus élaborée du mensonge. Là, je parle pas de stats, je parle de chiffres. On leur fait dire ce qu'on veut aux chiffres. Les chiffres sont têtus et bruts. Il suffit de regarder les chiffres. Moi, je les connais. Yann, je suis pas sûr. Donc, son argument va vite tomber. Je crois qu'on doit être une des districts où il y a le plus de licenciés en foot. 39 000. En France. Je parle par département cette fois-ci. Et la Ligue de football de Paris est la première ligue de France. Donc, première ligue de France. Et les Yvelines, premier département, la Ligue. Ce qui nous met globalement dans les premiers
français. Donc oui, c'est une terre de foot. C'est pas statistique, ça. Ce sont des chiffres, monsieur. Okay. Donc, non, ça c'est le premier point. Le second point, on voit bien les micro-trottoirs, on voit bien l'engouement dans les stades, on voit bien dans nos comment dire, dans nos clubs. On le sent, voilà. Maintenant, je ne sais pas trop quel est son argument au niveau du vélodrome, mais voilà, je peux vous le dire. Mais ce que je tiens à dire, et je veux être un des gardiens du temple quand même, c'est que c'est très économique quand même. Ça prend des proportions pas possibles. Il y a de plus en plus de monde, mais il suffit de regarder le panier moyen dépensé par les uns et par les autres. Le nombre de personnes, faut pas s'y tromper, les mecs ils mettent 1 milliard sur des droits télévisés. Il y a du business à faire. Donc il faut quand même que dans nos clubs, et là je remercie encore TV Fil, et je remercie tous les gens autour de cette table. TV78, on a changé de nom, Mustapha. Pardon, c'est vrai que vous êtes agrandi. Non, mais c'est vrai que vous êtes agrandi depuis. Et ce que je veux dire, c'est qu'il faut quand même rester, nous, présidents de clubs, des clubs amateurs, ça reste un prétexte, le foot, pour autre chose. Si jamais on partait uniquement dans cette valorisation du foot, de ce sport, uniquement commercialement, voire politiquement, ce serait dangereux. Donc oui à la fête, oui à l'engouement pour le foot, oui pour nous ramener tous ces gamins dans nos clubs, parce que ça devient un prétexte pour faire passer aussi des messages et des valeurs, et la société n'en manque pas. Après ce débat présidentiel, on va laisser la parole à Yann Dujarrier. Yann Dujarrier, c'est à vous. Oui, d'accord. Vous m'avez parlé de la masse. Bon, on se tutoie d'habitude. Oui, on se tutoie, tu as raison. Non, et voilà, tu as indiqué un argument de masse et de quantité de licenciés qui est dû à la population qu'on peut avoir en Ile-de-France. Mais moi, je vais simplement parler de qualité. Je vais parler de qualité. C'est-à-dire que en Ile-de-France, dans les Yvelines, quelle est la division dans laquelle joue le plus haut club des Yvelines ? Eh bien, par rapport aux autres départements d'Ile-de-France, je suis désolé, mais on est un tour en dessous. Et je trouve ça dommage. Et juste là-dessus, c'est simplement un manque de moyens. On va regarder justement l'infographie sur les clubs. Ah, ce n'est pas la bonne infographie. Non, ça c'est... Ça sera un peu plus tard dans l'émission. Ça sera le 11 le 11 des départs. Mais je trouve dommage. C'est bon, on a la bonne. Voilà. Dans les Yvelines justement, donc les meilleurs clubs. Mantes. Voilà, National 2, AS Poissy, FC Montois, National 3, FC Versailles, Les Mureaux. Voilà. Régional 2, Pontchartrain. Régional 3, FC Montois, 2, AS Souilles, Limay. Et en Régional 4, bien sûr, on attrape. Non. Mais on est un gros. Non, je peux pas laisser passer ça. Non, oui, mais je suis désolé. Moi, je vois aussi la partie qualité. Non, mais oui, mais la partie qualité, je la mets sur les instances qui ne font pas le nécessaire pour qu'on puisse avoir une équipe à un niveau qui serait normal pour un département où il y a autant de fervente, qui aime le foot, les chiffres le prouvent, et on sait également... Mais il n'y a pas de club à la hauteur des supporters dans ce cas-là, Mustapha. Alors c'est là où je m'inscris totalement en faux, comme on dit dans les émissions de télé de grand public, c'est que ce tableau-là, je ne peux pas le laisser passer. Les meilleurs clubs. Mais les meilleurs clubs, c'est ceux qui éduquent les mômes depuis les U6 jusqu'au U19. Là, on parle des seniors, mais j'ai pas mis mon engagement sur les seniors depuis 15 ans. Oui, mais les seniors, c'est eux qui font venir tes gamins aussi. J'ai mis mon engagement sur les enfants de U6 à U19 pour en faire de futurs citoyens, pour en faire des sportifs de haut niveau. Là, on parle de la une. Mais la une, c'est jamais qu'une résultante. Oui, mais... Donc, quand on me dit les meilleurs clubs, Limay, les meilleurs clubs, Versailles, prenons les classements de U6 à U19 et vous avez des clubs formateurs. Alors là, pour le coup... Oui, mais on n'arrive pas à les garder, nos bons joueurs. On n'arrive pas à les garder. On va laisser parler les autres chroniqueurs, Mustapha, Yann Dujarrier. Xavier Kessniers, qu'est-ce que vous en pensez? Xavier Kessniers. Moi, je ne paierai pas pour garder des mercenaires. On va laisser la parole aux autres. Je garde le cap sur un club formateur. Et donc, nos enfants sont bien formés, ils produisent, et ils vont probablement jouer ailleurs. Vous avez 5 secondes. Allez, pour 5 secondes, il y a deux tendances. Il y a l'éducatif et il y a le business. On est éducatif. Xavier Kessniers, on vous entend pas sur la question depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas, mais enfin, vous essayez de parler en tout cas. J'applaudis parce que j'aime beaucoup ce genre de débat. Je rejoins vraiment pour le coup, je rejoins vraiment les deux points de vue. Je suis d'accord sur le côté formation et éducatif de ces clubs. En revanche, je rejoins Yann sur le fait que dans les Yvelines, par rapport au nombre de licenciés, tu le disais toi-même tout à l'heure, on en a quand même beaucoup, parce qu'on fait partie d'une ligue où on a le plus de licenciés en France. Je suis étonné de voir quand même si peu de clubs
en haut de la hiérarchie. Il y a un problème dans la pyramide. Il y a une pyramide qui se couche trop tôt. Alors, on va parler maintenant des autres communautés quand même. On va parler de la communauté, des communautés étrangères. Nous avons rencontré la communauté portugaise yvelinoise qui compte plus de 80 000 supporters dans les Yvelines sur les terrains de football yvelinois. Depuis sa création en 72, le club des Portugais de plaisir vibre au rythme des exploits des Lusitaniens. Et non de l'équipe de France, on écoute les réactions. Il y en a certains qui sont pour les deux. Moi, je suis pour les deux. J'habite en France. Mais voilà, notre famille est portugaise, on a du sang portugais et on sera toujours derrière le Portugal, quoi. C'est comme la plupart des personnes qui ont double nationalité. On a grandi ici. Nos parents sont portugais. On fait nos vacances au Portugal. Donc voilà, c'est le Portugal. Dès qu'il y a un match, c'est le Portugal avant tout. Georges Gomis, est-ce que vous avez un commentaire sur ces Portugais yvelinois? De toute façon, avec l'immigration, les Portugais ils sont nombreux, c'est passionnés. Mais ça apporte des supporters. Oui, c'est des fervents supporters, c'est des passionnés. Et ils ont pas attendu les réseaux sociaux pour avoir les matchs portugais. Donc déjà à mon époque, quand j'étais jeune, on pouvait aller voir le championnat du Portugal dans les cafés portugais. Et d'une part, c'est des bons footballeurs, c'est des gens passionnés, c'est des gens aimant le ballon rond. Et moi, je pense que les audiences du championnat d'Europe France-Portugal démontrent que vraiment c'est un pays de ballon. Mustapha. Pour élargir par rapport à ce qu'on vient d'entendre, je crois qu'il faut couper court à un débat. Celui selon lesquels, parce que Yann va y venir, donc je préfère couper court tout de suite. Selon lequel on défendrait un pays qui ne serait pas la France, auquel cas où on ne serait pas français, où on serait avant tout portugais, algérien, marocain. Il y a le Maroc qui va être dans la Coupe du Monde, il y a les Tunisiens dans la Coupe du Monde, vous allez avoir des drapeaux tunisiens, des drapeaux marocains, des drapeaux africains, des drapeaux allemands, des drapeaux anglais, etc. Donc il faut couper court à ça. Nous sommes français et nous défendons et ils font partie des supporters un drapeau français, yvelinois. Une équipe française, et on est fiers de ce pays et fiers d'y appartenir et fiers de ses valeurs. Il n'y a aucun doute. Simplement, il y a une ambiance aussi, comme on est parisien et breton, c'est un peu l'image que j'ai, mais on peut parler des Corses de la même façon. Il y a des choses qui sont juste purement affectives et sentimentales. Ça n'enlève rien à l'appartenance à un drapeau, à une république, à ses valeurs, d'avoir un peu de sentiment aussi, et j'ai envie de dire juste de nostalgie. Donc les Portugais vont supporter aussi le Portugal, comme d'autres pays vont supporter d'autres pays. Mais il n'y a pas de débat sur le. Moi j'ai beaucoup de mal avec ça. J'ai beaucoup de mal parce que moi, par exemple, j'ai 0% de sang français. Je suis pareil, fils d'immigrés, polonais en l'occurrence, et vietnamien de la part de ma mère, du côté de ma mère, même si ça se voit pas trop. J'ai 0% de sang français et je ne me vois pas, et pourtant j'ai de la famille justement dans ces pays-là, je ne me vois pas supporter un autre pays que la France. Et donc moi j'ai travaillé sur l'Euro 2016 et je travaillais justement avec des collègues qui eux étaient d'origine portugaise et ils supportaient le Portugal avant la France. Moi c'est quelque chose qui me dérange beaucoup parce que quand ils vont en vacances... Ils ont peut-être deux équipes. Oui, et non, justement ils sont portugais pour le foot parce que par contre lorsqu'ils vont en vacances en Thaïlande pour draguer des filles, ils sont français. Ça me dérange beaucoup. C'est les French lovers dans ce pays. Ils sont French lovers. Non, mais franchement, moi je le vis beaucoup à Trappes. On voit bien nos mômes qui ont quand même cette relation affective. Mais c'est de l'affect, c'est pas de l'intellect. On est dans le foot. C'est de l'affect. Georges Gomis. Faut pas les opposer. J'ai pas dit que je comprenais pas, j'ai dit que ça me dérange. Souvent, c'est les deux équipes. Laissez parler Georges Gomis. On est dans le football et donc je pense que moi, mon fils ou d'autres enfants, ils vont supporter Cristiano Ronaldo ou Figo parce que c'est le joueur qui les fait rêver. Et voilà, donc comme des Espagnols, ils vont être fous de Zidane, ils vont être fous de Griezmann. Et voilà, donc je pense que la Coupe du Monde, la Coupe du Monde et les supporters de la Coupe du Monde, c'est des gens qui s'identifient plus à une équipe, à un joueur, à une façon de jouer. C'est pas des nationalistes, les gars. C'est des gens qui aiment le. Moi, je sais que personnellement, la Hollande, c'est l'équipe. Moi, c'était Johan Cruyff. Je joue au foot, c'était Johan Cruyff. Et pourtant, j'étais black. Je pouvais jamais être hollandais.
voyez ce que je veux dire? On va terminer cette thématique là-dessus, Georges Gomis. Alors nous allons passer à une nouvelle thématique. Aujourd'hui, si on parlait sport, vous a concocté le 11 des professionnels yvelinois qui ont été formés dans le 78. C'est parti. On commence par le gardien. Le service des sports a retenu Alphonse Areola dans les buts, le gardien du Paris Saint-Germain. En défense, on retrouve le Girondin Sabali qui a été formé au Chénet. Mahamadou Sakho, l'ex-joueur qui vient du Chénet. Mahamadou Sakho, l'ex-joueur du PSG et maintenant de Crystal Palace. Aurélien Collin qui joue en MLS aux États-Unis. À droite, Kouateng, le remplaçant du FC Nantes. Au milieu, un beau trident avec Rabiot, Mehdi Lassène de Malaga et Hatem Ben Arfa. Et enfin en attaque, on a Belfodil d'Offenheim, le Plaisérois Jean-Kévin Augustin. Et qui est aujourd'hui en Allemagne. Et enfin, Moussasso, qui a fini meilleur buteur avec Lille en 2011. Voilà, on aurait pu mettre aussi le milieu Messoub qui joue à Lens, ou Rémi Gomis qui est aujourd'hui en Suisse, ou FC Will, qui est né à Versailles, ou même Kylian Mbappé, qui est passé par le centre de Clairefontaine pendant 2 ans, entre 2011 et 2013. On ne l'a pas retenu dans l'équipe, il avait d'autres choses à faire, sûrement. Gros problème de cette... La question sur ce thème, cette équipe a-t-elle sa place dans le top 10 de la Ligue 1 ? Oui ou non? Dans le top 10 de la Ligue 1. Le gros problème, c'est Rabiot qui veut pas faire sentinelle, quoi. Et à partir de là, Est-ce que ça va dans le top 10 de la Ligue 1, cette équipe, ou pas? Oui. Oh, vous votez? Ouais. Moi, je dis, voilà, 10. Je serais pas d'impair. Top 10 aussi? Ouais, moi je pareil. dis. Top 10. Ouais. Alors, souvent le top 10. Pourquoi, Xavier? Non, c'est une belle équipe. Après, bon, la question, elle est justement, c'est pour créer un débat, mais c'est difficile d'y répondre. C'est une belle équipe. Ça prouve que les Yvelines sont quand même une terre de football, malgré tout. Une terre formatrice. Comme je le disais moi. Une terre formatrice. Généralement, ils partent vers Caen, Le Havre. Je reviens sur ce que disait Yann tout à l'heure. Est-ce que justement, on n'a pas on arrive à avoir des bons joueurs dans les équipes de jeunes et que malheureusement, on n'arrive pas à les garder dans les Yvelines? Pardon. Non, mais à ce niveau-là, c'est encore une fois, il faut bien comprendre, c'est la volonté des dirigeants, et là je parle des dirigeants de clubs, mais pas simplement, parce que souvent il y a des communes associées, et de financement. Donc à un moment donné, il y a un vrai savoir-faire français, il y a un vrai talent chez nos éducateurs, il y a un vrai talent dans les clubs sportifs. C'est pour ça qu'il faut rester quand même bien positionné sur les clubs amateurs. Et après, ils vont dans des structures qui sont formatrices, avec des clubs de, comment on appelle ça, des centres de formation. Et ils sont sur des grosses équipes. C'est-à-dire que c'est le centre de formation Nomo-Matrape. Ils sont à Nantes, ils sont à Monaco, ils sont au Havre, ils sont à Auxerre. Parce qu'à un moment donné, il y a des structures d'accueil. Et de là, va décoller éventuellement. Pourquoi on n'arrive pas à les faire, nous, en Mais non, c'est la politique technique. Peut-être juste après, c'est la volonté des dirigeants. On a mais Clairefontaine. Dans les Yvelines, il y a Clairefontaine. Il y a une connaissez tous les joueurs présents dans l'équipe. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette équipe? C'est une belle équipe. Bon, ils n'ont pas tous le même âge, mais c'est des talents. C'est des talents. Et je pense que, très sincèrement, c'est des joueurs qui peuvent jouer. Le plus jeune, c'est Kouateng, 21 ans. Le plus vieux, Aurélien Collin, 32 ans. 32 Et Moussasso? Moussasso, 32 ans également. 32 ans. Donc c'est pas une vieille équipe. Hein. Voilà. Ouais, ça va... Mais je pense que oui, moi je les mets dans le entre 8 12e. Voilà, 8 12e. C'est quasiment les meilleures années. 12e. Ouais, 8 12e. Mais ce qu'il disait là par rapport à la préformation et la formation, c'est-à-dire que les clubs amateurs, ils sont amenés à faire identifier leurs joueurs assez jeunes pour qu'ils partent dans les pôles de préfaux, puis ensuite faire de la formation. Et à la fin de leur formation, intégrer le groupe professionnel. Donc on ne peut pas garder les meilleurs. Chaque club ne peut pas former... Bien évidemment. N'oubliez pas le PSG quand même à un moment donné. Paris Saint-Germain, ça reste dans les Yvelines. Paris Saint-Germain, club formateur. Poissy, Paris bientôt. Les Saint-Germain. Donc il y a bien à un moment donné un club formateur, il y a des moyens et il y a beaucoup de gens qui sont passés par ce club. Parlons d'Anelka et d'autres. Mais on a Rabiot dans l'équipe, on a Alphonse Areola aussi, et Mahamadou Sakho. La volonté des dirigeants, ce ne sont pas les clubs. Moi, je suis, entre guillemets, focalisé sur l'idée que des U6 au U19, on a ce biais de formateurs, et ensuite, à la limite, qu'ils aillent jouer au très haut niveau, ça nous fait plaisir.
On n'est pas là que pour les retenir, les mômes. Ils doivent jouer à leur niveau et de leur talent. Pour bien bosser sur un jeune, pour bien bosser sur un jeune, les clubs pro, ils préfèrent l'avoir à 14 ans. À 14 ans, où ils le mettent dans un centre de préformation. La politique technique en France, on veut qu'on ait des pôles de jeunes dans chaque région à peu près. Et donc, soit il va dans un club, il fait sa préformation dans un club professionnel, soit il est dans son club, il est dans le centre de préformation régional. Voilà. Et par la suite, il est pris pour la formation. Donc si plus tard il rentre dans la préformation ou dans la formation, plus dur sera son Dernière question sur cette thématique. Il faut dire aux téléspectateurs qu'on n'est pas là. Aux téléspectateurs, il faut qu'ils sachent qu'on n'est pas là pour produire des talents. On fait notre métier au mieux. Les mômes, quand ils sont bons, ils sont bons. Mais ce sont les minorités qui sortent. Voilà. Le reste, on en fait des citoyens d'abord, aussi. 10 secondes, vous étiez en train de compter, Yann Jarrier. Est-ce que cette équipe, dernière question sur cette équipe, est-ce qu'elle a le caractère, la fibre Yvelines finalement ? Est-ce que vous pensez qu'il y aura le caractère Yvelines ? On parle souvent d'identité dans un club. Ne regardez pas là parce que je les connais pas. Pas du tout. Je connais pas assez ces joueurs et donc du coup non. Alors on a Aurélien Collin, justement, on va voir peut-être les photos. Aurélien Collin qui porte le numéro 78 en MLS. Regardez. 78. En effet, ça montre un vrai attachement, en effet. Ouais. Ça montre un vrai attachement. Vous avez que Sneertz ? C'est un vrai signe. C'est un signe fort. Ah ouais. Là, en effet, Après, en effet, est-ce que ces joueurs-là ont la fibre yvelinoise ? Je n'en suis pas certain. Ils quittent les clubs assez tôt. Ils reviennent quand même assez souvent. Ouais. Il habite Fontaine-le-Fleury notamment. Il a habité Fontaine-le-Fleury et Versailles. Mais je pensais aux autres. Non, mais je pense pas qu'ils gardent cette fibre. Il suffit de prendre un exemple. Vient par exemple à l'entraînement dans les Yvelines. Ouais, mais ils sont attachés à leur, je pense à leur. C'est une terre de football. On l'a dit dès le début de l'émission. Ils sont vraiment défenseurs des Yvelines. Non, faut avouer qu'on voit pas beaucoup de gens revenir dans nos clubs. Pour peut-être signer des autographes, peut-être pour les jeunes. Alors que Kylian Mbappé l'a fait. Kylian Mbappé l'a fait. Je crois qu'il faut rester sur. Je crois que c'est très individuel. Et Thierry Henry l'a fait aussi. Très personnel. Tout à fait. Donc très perso. C'est très personnel ces choses-là. Donc c'est vraiment les individus. C'est pas les Yvelines qui les retiendraient. Et ça reste une paire de football. Mais la plupart, ils restent dans les Yvelines. Leurs parents sont dans les Yvelines. Georges Gomis, vous avez 5 secondes. Ouais, la plupart des joueurs qui sont issus des Yvelines restent dans les Yvelines. En général, leurs parents y habitent. Et sur tous les joueurs que vous avez cités, il y a 70% des gens, leurs parents sont encore. On a dépassé les 5 secondes, Georges Gomis. On ouvre maintenant notre page débat. Nous allons nous intéresser dans notre débat au football à Saint-Quentin-en-Yvelines. La communauté d'agglomération possède un club dans chaque commune. Le club le mieux placé est Trappes qui évolue en Régional 4. Montigny-Bretonneux, Maurepas et Guyancourt évoluent en D1 de district et Plaisir en D2 de district. Un niveau correct mais pas transcendant, il faut le dire, pour une communauté d'agglomération de plus de 200 000 habitants. La question sur ce thème, doit-on créer un seul et unique club à Saint-Quentin-en-Yvelines ? Oui ou non ? Oui, sur la question. Je suis content de nous, ça ne va pas se battre. Ah non, on se bat jamais. Yann Dujarrier. Oui, plus ou moins tout à l'heure. J'en ai parlé tout à l'heure. Bien sûr, c'est quand même dommage de ne pas avoir dans les Yvelines une équipe qui soit un peu phare et qui puisse justement créer cette émulation et là, c'est cette envie. Saint-Quentin-en-Yvelines. Eh bien, donc Saint-Quentin-en-Yvelines, avec la multitude de clubs que l'on a sur la communauté, eh bien faire une équipe première qui serait une entente et juste sur une équipe première et qui permettrait de voir la rayonnance et de la rayonnance sur le département et sur la région, parce que s'il monte, il pourrait jouer à un niveau qui permettrait même de jouer au niveau national et donc de pouvoir rencontrer d'autres. Donc après, ça veut dire qu'il faut un stade. Est-ce qu'on a le stade sur la communauté qui permettrait d'accueillir, je pense, 6-10 000 personnes? C'est pas sûr. Et puis ensuite, ça va accueillir combien de personnes? Bien sûr. On doit plafonner à 800. Voilà. Ouais. Donc on a certainement pas la structure pour le faire. Et puis ensuite, il faut que ce soit une entente de tous les clubs pour pouvoir aller se dire, je vais aussi bien vouloir me séparer de mes meilleurs éléments et pour qu'ils aillent jouer. Donc il faut que ce soit. Alors après, il faut que ce soit une relation gagnant-gagnant, c'est-à-dire que oui, on a réussi à faire de la formation. Cette équipe-là va aussi nous rapporter peut-être un
un peu d'argent par la suite, avec des retombées sur les transferts, les sponsoring, etc. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose à creuser. Je ne sais pas si il y a eu un essai ou pas, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire. Je donne la parole à Xavier, après je vous donnerai la parole à Mustapha. Alors moi, je crois que mes chefs regardent l'émission. Bossant pour 50 ans de vie, j'étais un petit peu obligé de répondre oui. Pour un club, on ne va pas être responsable de votre mission. Non, Xavier Cusniartz. Ouais, merci beaucoup, j'apprécie. Non, blague à part, je rebondis sur ce que disait Yann. Je pense que, en tout cas, les Yvelines ont besoin d'un fer de lance et d'avoir un club un petit peu phare. Se pose la question justement de piquer les meilleurs éléments dans tous ces clubs, dont Trappes. Mais après, je revenais justement sur le fait d'avoir un stade du coup qui puisse accueillir autant de personnes. On est dans un cercle vicieux parce que pour avoir un stade, il faut avoir un club à la hauteur, mais pour avoir un club à la hauteur, il faut le stade. Donc pour moi, c'est une volonté politique si on veut on revient toujours au même. Une équipe saint-quentinoise. Mustapha Larbaoui, vous qui êtes le mieux placé sur ce plateau pour répondre à la question. Regarde, j'ai un scoop. Cette équipe saint-quentinoise, elle existe. Elle s'appelle l'Étoile sportive de Trappes. D'abord, le meilleur résultat, vous l'avez dit, mais là, vous ne prenez que les seniors. Or, je considère qu'un club de foot, je l'ai dit tout à l'heure, c'est par les seniors qu'il faut regarder en priorité. À nos niveaux, j'entends en termes de région. Mais il faut regarder toutes nos équipes. C'est forcément l'équipe senior qui rayonne le plus. On est d'accord. On est d'accord, c'est ce qui est visible. Ok. Sauf que de U6 à U19, c'est pas simplement la première place qu'on prend, mais c'est nettement détaché des autres, puisqu'on est en R2 pratiquement partout. En R2, pour ceux qui nous regardent, c'est la Ligue 2 du football chez les enfants. Et les seniors sont aussi devant, mais à un niveau, on va dire, de PH, de R3 ou de PH. Mais ce qu'il y a en dessous, c'est-à-dire nos 6 ans, 7 ans, 12 ans, 11 ans, etc., sont nettement détachés de tous les autres clubs de la vie nouvelle. Et là, ce ne sont pas des statistiques, ce sont des chiffres, il suffit de les regarder. Et quand je dis ça, bien évidemment que c'est une manière de parler du travail qui a été fait par toutes nos équipes et du club de Trappes, mais c'est aussi une manière de dire que évidemment qu'il faudrait, sauf que c'est l'Arlésienne. Moi, quand je suis arrivé il y a 15 ans, je l'ai dit, on ne pourrait pas se mettre autour d'une table, je venais d'arriver, on ne pourrait pas se mettre autour d'une table, peut-être qu'on pourrait réfléchir à ça. Pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est que chacun pourrait garder son identité, Trappes son identité, ses éducateurs, et on s'occupe des enfants. Et on ne se les prend pas, comme c'était le cas à une certaine époque, tout le monde se piquait tout le monde. Et là, à un moment donné, on s'occupe de nos enfants par club, avec son identité, etc. En revanche, les seniors, ils sont, entre guillemets, rentrés dans le monde professionnel, je mets des guillemets, et là, auquel cas, on pourrait avoir quelque chose qui les accueille, et ils seraient alimentés par les écoles de formation des différents clubs. Et là, ça coûte pas cher aux contribuables d'avoir des enfants bien formés avec nos éducateurs. Par contre, ça coûte cher d'avoir une équipe une, auquel cas, plutôt que de saupoudrer sur chacun des clubs pour avoir une équipe une, on mettrait tout cet argent sur une équipe une, auquel cas on concentrerait l'argent, parce que c'est de l'argent, ils deviennent pros, à ce moment-là ils prennent des primes au minimum, voire des salaires, et on laisserait nos enfants à l'abri de tout ça, et on se concentrerait sur l'éducation de nos enfants jusqu'à 19 ans, et on alimenterait une équipe 50-mois. Mais pour il y aurait une grosse motivation, parce que de se dire je vais rentrer dans cette équipe. Voilà. Et on se les piquerait pas. Mais non, bien sûr. Est-ce que c'est possible ? Je veux aller jouer avec eux, moi. Et les gamins, ça. Pour finir, c'est la volonté des politiques, c'est-à-dire qu'à un moment donné, Trappes veut son équipe, Voisin le Bretonneux veut son équipe, etc. Donc c'est pas évident de se mettre autour d'une table. Et je vous rappelle que les associations sont loi 1901, et donc chaque président peut donner un avis important. Georges Gomis, est-ce que c'est possible ? C'est possible. Donc Mustapha a l'air de nous dire que ça allait être très compliqué. Non, mais c'est pas infaisable. Il le soulève. Surtout si la dirige. Il le soulève. Tu permets, Mustapha, merci. Appel à candidature de Mustapha Larbaoui Si on parlait sport ce 14 mais juin. Il a souligné le problème quand il est arrivé. Il a dit aux gens, ça serait bien de faire ça. Et le problème des présidents de club, ils ne voyaient pas l'intérêt général, ils voyaient leur intérêt personnel. Et le football, c'est ce qui est malheureux. Le but, c'est, on regarde notre travail, on se dit, il travaille bien, on va lui piquer ses joueurs. Au lieu de se dire, il travaille bien, qu'est-ce qu'on doit faire pour travailler ? Maintenant, faire cette équipe-là, bien sûr, ça serait bien. Mais maintenant, je ne pense pas que tous les présidents, ils aient l'intelligence et la modestie. L'intelligence et la modestie de se dire, c'est un projet commun. Je mets le mouchoir sur ma personne et je vois l'intérêt général.
Et voilà, donc Je suis obligé de vous couper, Mustapha. Désolé, il faut avancer dans l'émission. On continue notre rubrique débat par du football féminin. Je sais que ça vous tient à cœur, Mustapha. Le club de Magny Football Club a créé une section féminine pour promouvoir au maximum cette pratique. Une rencontre découverte était organisée fin mai au stade de la Pointe de Chevincourt. On écoute le dirigeant de la section féminine, Claude Calandérian. On a envie de relancer le football féminin sur Magny. On est convaincu du potentiel de joueuses qu'il peut y avoir sur la commune et les communes avoisinantes. Cette année, on se donne le challenge de remonter une section pour la saison prochaine. Aujourd'hui, tout ce qu'on fait, c'est pas pour se garder, se dire qu'on aura 3-4 joueuses. Non, on espère vraiment créer une section féminine avec une ou deux équipes dans différentes catégories. Oui. Alors dans les Yvelines, le nombre de licenciés en football féminin a doublé en 4 ans, 20% de licenciés supplémentaires chaque année. Il y a maintenant une cinquantaine de clubs dans le département qui proposent du football féminin. La question sur ce thème, le football féminin a-t-il pris son envol dans les Yvelines ? Oui ou non ? Le football féminin a-t-il pris son envol dans les Yvelines ? Moi, j'aurais mis entre les deux. On fait un petit... vous êtes partagé. Non, je ne sais pas. Vous ne savez pas. Un petit duel entre vous, Xavier et Georges. Ouais. Xavier, vous commencez ? Je commence. Alors moi, je connais moins bien les Yvelines, même si j'y travaille. Mais je pensais au football féminin en général. Et par rapport à l'essor que prend le football féminin, évidemment qu'on le suit beaucoup plus qu'avant. Évidemment que la médiatisation permet que les jeunes filles s'y intéressent de plus en plus. Pour moi, le France 98 du foot féminin, ce sera le France 2019 de l'année prochaine. Et on doit compter, mais ce n'est pas que la médiatisation, on doit tous, les clubs locaux, les comités d'agglomération, les départements, faire en sorte que ce France 2019 soit une réussite et fasse passer un cap à ce foot féminin. Pour moi, on n'y est pas encore, et je pense que le démarrage est pour l'année prochaine. Enfin, non. Là, on parle de football du département des Yvelines. En football, on ne parle pas de la globalité. Mais je pense que les clubs... là, aujourd'hui, c'est surtout la politique du district qui fait qui met des choses en œuvre. Mais il y a, je ne sais pas, moi, Mustapha qui est là, les moyens qui sont mis pour les filles, je trouve que c'est le problème qui se pose, c'est qu'on a des licenciés. Mais pour développer le football féminin, il faut des moyens. Et je pense que les moyens qui sont mis pour les filles aujourd'hui, on a des licenciés et le football féminin avance. Ça, on ne peut pas le nier. Parce qu'au nombre des équipes, on est un gros département aussi par rapport à la Seine-Saint-Denis, au 91 l'Essonne, on est au Val d'Oise. On est quand même un gros département. Donc c'est sûr qu'en termes de licenciés, on ne peut pas nier que les Yvelines, c'est une terre de football féminin. Maintenant, quelle est la politique ? Ce qui va nous freiner, c'est la politique du district. Est-ce que le district va donner les moyens aux clubs de développer le football féminin ? Parce que tous les clubs, qu'est-ce qu'ils veulent développer ? Leur équipe une. On est tous d'accord. C'est la question. Voilà. Donc là, les filles, qu'est-ce qu'on leur donne ? Quelle part on leur donne ? Et je pense que, comme tu dis, la Coupe du Monde, ça va être un vecteur, c'est sûr. Mais là, déjà, il faut fidéliser. Il y a les licenciés. Il faut fidéliser. Et comment on va fidéliser ? Parce qu'aujourd'hui, les U19 féminines, elles vont passer leur bac. Après, elles vont aller en université. Et les incidences sur les licenciés, elles vont se voir là. Elles vont se voir. Donc, on ne peut pas dire que là aujourd'hui, on a fidélisé. Donc le problème, ça va être de fidéliser ces filles-là, parce qu'à partir de les garçons, à partir de 16 ans, ils ont le brevet des collèges. Après, ils ont le bac, ils ont leurs échéances, mais les filles aussi. Donc les filles, étant donné que aujourd'hui, dans la pratique, elles n'ont pas beaucoup de vécu, elles vont, à un moment ou à un autre, elles vont s'arrêter parce que les moyens sont pas là. Voilà, les moyens. Mais par contre, par la suite, après la Coupe du Monde, les prochains licenciés vont permettre d'avoir une vague, un flux continu. Je suis obligé de vous couper. Mustapha Larbaoui, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? En vol, oui. Ce qui est intéressant de savoir, c'est quand est-ce qu'on va prendre plus d'altitude et quel va être le palier d'altitude maximum. Mais l'envol, oui. Mais après, c'est la volonté, toujours pareil. Faut pas s'y tromper. Le football, ça reste un business. La moitié de l'humanité joue pas au football. Tu as la moitié de l'humanité qui ne consomme pas sport, foot. Donc à un moment donné, il faut les mettre dans la boucle parce que ça va rapporter. Un point. Donc c'est mondial. La moitié de l'humanité au foot, ou dans le sport en particulier, parce que la promotion du sport féminin doit être encore plus, pas que dans le foot. Il y a d'autres sports sur lesquels on devrait faire des efforts encore. Donc ça reste des consommateurs.
L'envol, oui, et là je prends le club de Trappes en particulier, c'est une volonté personnelle aussi. Mais moi, pareil, de la même façon, quand je suis arrivé, j'étais choqué qu'il n'y ait pas de femmes dirigeantes, c'est-à-dire qui soient autour du club, c'était purement des mecs. La volonté, c'était de faire en sorte de féminiser tout le club et qu'il y ait des dirigeantes. Ça a été le cas. On a eu beaucoup de femmes qui nous ont rejoints parce qu'elles ont bien senti qu'il y avait une volonté à la présidence. Ensuite, les filles, mais c'est pas compliqué. 1000 licenciés sur 2 terrains de foot. On les met où? C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est juste, faut être pragmatique. C'est juste les vestiaires. Parce que pendant un âge... Donc il n'y a pas assez d'infrastructures. Tant qu'elles sont petites, on les envoyait à Montigny-le-Bretonneux qui a fait un boulot remarquable avec les féminines. Montigny-le-Bretonneux qui est en 2e division jusqu'en 2014. Voilà, donc tant qu'on avait les petites, on les mélangeait avec les petits. Et ensuite, dès qu'elles étaient grandes, on les envoyait dans des clubs où il y avait une structure féminine, Montigny en particulier. Mais mon obsession, c'était à la fois de féminiser le club, donc avec des femmes, et pour le coup des femmes et des hommes à la tête et en tant que dirigeants, et deuxièmement, une équipe féminine. Mais je les mets où? Il y a 1000 licenciés garçons. Comment je fais? Compliqué. Mais dès qu'on a eu le stade, et on l'a demandé pour ça, on a fait une priorité, donc c'est bien une volonté, priorité aux féminines, je n'ai pas dit une exclusivité, mais une priorité aux filles. Aujourd'hui, 150 filles au bout de la 3e année. On entame notre 4e saison, et je vous annonce, alors je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais on a été qualifiés pour avoir, entre guillemets, la médaille d'or. Cette fois-ci d'or, donc on a fait bronze, argent, or au niveau de la direction de nos encadrements féminins. Donc il y a bien une volonté. Donc là maintenant, il y a une volonté mondiale, c'est des consommateurs. Il y a une volonté nationale, et on le voit bien dans tous les clubs, où on demande à tous les présidents de clubs de le faire, y compris Manu Léamo. Je suis pas sûr qu'ils soient à plus de 300, 400 licenciés chez eux. On leur demande d'aller chercher des licenciés de la même façon. Et là, ce qui me gêne donc, c'est de dire, il faut qu'il y ait du féminin, mais si c'est pour que ce soit des consommatrices, alors on n'a pas fait notre boulot. En revanche, si on met des filles dans le football comme on met des filles dans le sport en particulier, et surtout dans la gouvernance du sport en général, alors on a rempli notre mission, encore une fois, de citoyens et de citoyennes. Je suis obligé de vous couper, Moustapha. On arrive à la fin de l'émission. Juste avant de se quitter, un petit pronostic sur la Coupe du Monde. Je vais faire un tour de table. Yann Dujarier, qui sera vainqueur? France. Georges Gomis? Moi, je dirais France-Brésil en finale. Je peux dire le vainqueur. Pas de vainqueur. France-Brésil en finale, je pense que ça va être compliqué parce que je pense qu'ils vont se voir en demi. Ah bon? J'espère bien évidemment la France. Ça a étudié tous les tableaux, tous les scénarios possibles. Parce que j'ai les billets pour la demi-finale potentielle. Je suis très content. Non, j'espère évidemment la France, mais je mettrai une petite pièce sur l'Allemagne. Moustapha? Pareil. Les élites attendent votre pronostic pour se prononcer. Mon pronostic, tout le monde le connaît, c'est la France qui va gagner cette Coupe du Monde. Mais le problème, c'est que c'est un souhait, c'est un vœu. Mais bien sûr, la France, ce serait bien pour toutes les raisons qu'on a évoquées ici. Mais on a l'Allemagne. Je veux dire, c'est vrai qu'une Coupe du Monde, c'est pour les Allemands. Les Coupes d'Europe, c'est pour les Espagnols. Et les Coupes du Monde, c'est pour les Allemands. Mais le problème, c'est qu'on est une équipe qui est capable de tout. On les voit, ils sont fabuleux. C'est juste que c'est du management. On sera tous derrière eux en tout cas. Un pronostic, pas une analyse. Alors un pronostic France. Allez, la France. C'est la fin de cette émission. On se retrouve le jeudi 28 juin. On va terminer par une citation du King, Eric Cantona, sur le football mondial. Les Anglais ont inventé le football, les Français l'ont organisé et les Italiens l'ont mis en scène. Je vous laisse méditer sur cette phrase. À bientôt sur TV78 et surtout, bonne Coupe du Monde. Surtout qu'ils sont pas